Et donc, passons à notre deuxième du jour, hein, si tu veux bien. On peut aller sur Rudy Gay, notamment. 10 saisons sur la décennie pour Rudy Gay, 17 points de moyenne et 32 minutes par match. Plus de 20 000 minutes au total, ce qui est quand même dans le top 30. Hein. C'est 30e meilleur minutage de la décennie, donc c'est quand même pas rien. 628 matchs, c'est pas rien non plus. Malheureusement, pas de récompense individuelle. Alors là, attention, est-ce que tu es bien assis dans ton fauteuil ? Ça va, ouais, je suis confortablement installé. Parce que la comparaison NBADraft.net, c'est Scottie Pippen. Bon, je l'aurais pas dit intuitivement. Alors au niveau Draft Express aussi, le meilleur scénario pour eux, c'était Sean Marion. On le voit pas trop non plus. En tout cas, ça s'est pas réalisé comme ça, on va dire. Il misait pas mal sur le côté défensif. Exactement. Plutôt à tort, visiblement. Tu comprends que le prospect était plutôt prometteur défensivement. Et le pire pour eux, c'était Travis Outlaw. Bon, je suis pas sûr que les jeunes connaissent Travis Outlaw aujourd'hui. Et au niveau des surnoms, alors Basketball Référence, on retrouve les surnoms un peu loufoques de Basketball Référence. On avait le Big Truck. Est-ce que tu l'as déjà entendu Jamais, non. On est d'accord. Et il y en a un qui est marrant aussi. The Great Rudini. comme le magicien Houdini, évidemment. Houdini. The Great Houdini. C'est dommage que ça n'avait pas pris, hein, parce que c'était pas mal quand même. Alors, ça se trouve, c'est peut-être les mecs de Basketball Référence qui l'ont inventé. On va savoir l'histoire. Mais bref. Donc, pour faire un peu son parcours, au début de notre décennie, il a déjà 24 ans. Enfin, déjà, que 24 ans. Hein. Draft 2006. Et donc, il est déjà bien installé en NBA pour la saison 2010-2011. 40 minutes d'ailleurs sur cette saison-là, 2011. 40 minutes de moyenne. C'est quand même plutôt pas mal. 20 points par match, etc. etc. Mais malheureusement, l'histoire de cette saison-là, c'est que en fait, Memphis est playoffable et ira en playoff, mais lui se blesse, il fait que 54 matchs, et notamment, c'est là que sont un peu ressortis les articles de la Ewing Theory, tu sais, parce que Memphis bat San Antonio, alors que San Antonio était la meilleure équipe de l'Ouest, finalement, ils le battent sans Rudy Gay. 2012, il revient, d'ailleurs, il fait 37 minutes par match, 20 points, donc un peu comme la saison d'avant. Cette fois, il fait les playoffs, mais malheureusement, Memphis est éliminé contre les Clippers au premier tour, ce qui ralimente encore un peu le côté Ewing Theory de Rudy Gay avec Memphis. Et d'ailleurs, il se fera échanger ensuite la saison d'après, 2013, échangé à Toronto à mi-saison. Il fait 42 matchs à Memphis et 36 à Toronto cette année-là. Bon, voilà, on peut pas trop dire grand-chose sur cette saison-là. Bon, pas de play-off évidemment avec Toronto. 2014, c'est un peu rebelote. 18 matchs à peine à Toronto, ça se passe pas bien. Il y a des histoires comme quoi tout le monde regarde sa feuille de stats, hein, entre Rudy Gay et DeMar DeRozan. Les mecs aiment bien regarder les points. Ça se passe pas bien, donc rapidement échangé du côté de Sacramento pour le coup. Il finira la saison à Sacramento. Il fait 55 matchs du côté de Sacramento. 2014-2015, c'est la saison où arrive Darren Collison. La saison avec Mike Malone. Le très bon début de saison, sans doute, tu t'en souviens, hein, avec un Sacramento qui est très intéressant, qui est défensif notamment, et qui semble être en bonne voie pour faire les playoffs. Mais évidemment, comme c'est les Kings, Mike Malone est viré en début d'année alors que ça se passe bien, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bref, c'est le bordel des Kings et malheureusement il n'y aura pas de playoffs. Mais lui encore et toujours à 35 minutes par match et plus de 21 points de moyenne, voilà, du Rudy Gay classique. 2016, c'est l'année où Rondo arrive avec George Karl, si je dis pas de bêtises, 34 minutes par match pour lui, mais pas de playoffs non plus, un peu échec de ce côté-là. 2017, 34 minutes par match également, hein, toujours très constant le Rudy Gay. Après, il joue pas beaucoup cette année-là quand même, s'il est blessé. Effectivement, il a des blessures, mais quand il joue beaucoup, mais il joue pas énormément en termes de matchs, comme tu dis. Le trade de DeMarcus Cousins aussi à la trade deadline, qui vient un peu mettre fin à la saison collective, on va dire, des Kings. Et puis ensuite, il signe à la free agency au 2018 aux Spurs, enfin été 2017 aux Spurs, et il finit la décennie avec donc 3 années aux Spurs en tant que role player, du coup, en tournant autour de 21, 26 minutes et 22 minutes par match du côté des Spurs 18, 19 et 20. Sachant que voilà, ça va en playoff, mais c'est pas des années où ça va très loin, puisque 2018, ça sort au premier tour contre Golden State, si je dis pas de bêtises. 2019, ça sort contre Denver au premier tour. Et puis 2020, ça fait même carrément pas les playoffs du tout. Donc voilà, une décennie, mine de rien, assez complète. Et c'est vrai que, pour te lancer un peu, c'est quand même très difficile de juger son cas, parce qu'il y a une longévité qui est évidente, mais en même temps, quid de sa valeur dans ce rôle-là et sur une telle longévité? Disons que oui, ce qui ressort principalement avec Rudy Gay, c'est la constance à laquelle il a pu proposer le basket qu'il sait proposer, quoi. C'est-à-dire Rudy Gay, c'est avant tout un scoreur, une palette technique assez aboutie, mais un joueur assez unidimensionnel dans le sens où c'est absolument pas un initiateur, ni un créateur, ni un défenseur. C'est vraiment exclusivement un scoreur, quoi. On peut même pas le qualifier de shooter parce que c'est un joueur qui de toute façon joue principalement avec la balle, quoi.
mais ce qui a expliqué notamment l'échec cuisant du duo avec DeRozan à Toronto. Mais c'est vrai que peu importe là où il est passé, que ça soit Memphis, que ça soit Toronto, que ça soit Sacramento et même San Antonio après, même dans un rôle un peu plus réduit, ce que Rudy Gay sait proposer, il sait le proposer absolument partout, quoi. C'est-à-dire peu importe l'équipe, il est capable de proposer toujours le même jeu et dans n'importe quel effectif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant finalement d'avoir un joueur qui, techniquement et individuellement, a une palette technique qu'il est capable d'intégrer à n'importe quel collectif dans lequel il a pu évoluer. Après, effectivement, il y a un gros manque de résultats de toutes les équipes par lesquelles il est passé, et c'est quelque chose qu'on peut difficilement occulter quand on parle de Rudy Gay, où c'est vrai que c'est un joueur qui, offensivement, est capable de mettre des points, mais jamais avec une efficacité qui crève le plafond non plus. C'est vraiment ce qu'on appelle un scoreur de volume, quoi. Ce qui est pareil, comme on parlait de David Lee tout à l'heure, le scoreur de volume est devenu un profil finalement de moins en moins utile à une équipe. C'est ça un peu toute la question, c'est que, ok, il y a du scoring, comme tu dis, du scoring de volume, mais finalement, quelle importance, quelle valeur peut-être on peut lui donner à ce scoring, dans le sens où, ok, il met des points, mais comme tu dis, l'efficacité, c'est même pas qu'elle était, enfin, elle est presque pas là, quoi. L'efficacité, on est sur quelqu'un qui tourne toute sa carrière, enfin toute la décennie autour de la moyenne NBA en termes d'efficacité. Et du coup, oui, ok, tu mets des points en termes de stats brut, mais à quel point est-ce que tu déplaces le curseur, à quel point tu fais gagner, si finalement ton rendement sur tous ces tirs-là, c'est le rendement moyen de NBA, et donc notamment face à d'autres créateurs ballon main à gros volume, c'est beaucoup moins bien, quoi. C'est un peu ça le problème. On est, voilà, pour citer les chiffres, on est il fait du 101 de true shooting plus, donc plus 1%, ensuite 99, donc moins 1%, 104, 99, etc. Enfin, ça oscille autour de la moyenne sans vraiment de valeur énorme, et en plus sur des usages qui sont gros, mais pas non plus immenses, quand on est entre 25 et 28%. Mais je me pose vraiment la question de à quel point ça a eu de la valeur, parce que finalement, si tu regardes le total brut, il y a des points, mais est-ce que si t'avais pas donné ces opportunités-là à d'autres joueurs, et pas forcément à un seul joueur, mais à d'autres joueurs, est-ce que tu n'aurais pas pu avoir de meilleurs trucs? Et c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé. Quand il s'en va de Toronto, ça donne un peu plus de place à des Kyle Lowry ou à d'autres profils, et l'équipe devient plus rentable. Ça s'est passé aussi à Memphis, évidemment. Peut-être il y a d'autres problèmes, etc. Mais voilà, c'est un peu moi, j'ai un peu un problème à évaluer et à pondérer finalement son impact offensif. Tu regardes les chiffres, tu dis oui, il y a des points, mais finalement, à quel coût, quoi, finalement? Disons qu'après, pour justement jauger un peu de ça, il faut regarder aussi les équipes qu'il a eues autour de lui, quoi. Le duo avec DeRozan, ouais. Je veux dire, il était voué à l'échec dès le début, dans le sens où à ce moment-là, c'est deux joueurs qui sont quasiment la copie l'un de l'autre. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un tel duo fonctionner. Sacramento, il y est resté très longtemps dans des équipes extrêmement bancales, où de toute manière, les shoots que tu donnais à Rudy Gay, t'avais pas forcément d'autres joueurs à qui t'avais envie de les donner non plus, quoi. Et effectivement, même à Memphis, je trouve que la saison où il revient de blessure et où l'équipe certes sort au premier tour des playoffs, mais il est finalement plutôt bien intégré dans le collectif et son scoring est plutôt utile à l'équipe, quoi. Mais même à San Antonio, ensuite, dans un rôle un peu de sixième homme, il s'avère être assez performant justement dans un rôle où on lui demande du scoring de volume parce que c'est utile à l'équipe, quoi. Et c'est vrai que même pour un joueur qui n'avait que ça à proposer, je trouve en tout cas que ça soit à Memphis ou à San Antonio, c'était quelque chose qui a vraiment servi l'équipe, quoi. À Toronto, je pense que ça l'a desservi, mais parce que dès le début, c'était pas une bonne idée. Et à Sacramento, malheureusement, je pense que l'équipe était trop faible pour espérer davantage, quoi. Mais c'est vrai qu'après, la question, c'est, est-ce que l'équipe est faible parce que Rudy Gay en est une pièce importante, ou est-ce que l'équipe est faible, simplement parce qu'elle est faible, quoi. Oui, tu veux dire, le niveau de talent, finalement, autour de lui, c'était pas de sa faute, quoi, presque. Mais ça, après, même si on peut le mettre à son discrédit aussi, dans le sens où ça a jamais été un joueur qui a véritablement élevé par sa présence le niveau de jeu de ses équipes. Non, mais comme tu dis, tu vois, pour le défendre un peu, c'est vrai qu'il y a ce côté, donc je l'ai dit, côté Ewing Theory, etc. Je trouve que parfois il est peut-être un peu exagéré, parce que mine de rien, les deux premières saisons de la décennie, donc 2011 et 2012, il est quand même le go-to guy, on va dire, ou un créateur majeur d'un Memphis pliofable, quoi. Et évidemment, on n'est pas sur un profil parfait, évidemment, voilà, c'est pas idéal, mais c'est pas non plus rien, quoi. Pour moi, ça va pas être de la valeur négative ou voire même neutre. Je trouve quand même que les deux premières saisons à Memphis sont dans ce contexte-là où finalement, c'est comme tu dis, sur les autres années de sa carrière, Toronto, Sacramento, il y avait pas de talent, donc il pouvait pas non plus apporter beaucoup. Là, pour le coup, à Memphis, j'ai un peu envie de dire,
finalement, il apportait le scoring que peut-être d'autres n'étaient pas capables. Parce que Gasol, du début de décennie 2011-2012, c'était pas un scoreur de fou. Conley non plus. Oji Mayo commençait un peu à se perdre, etc. etc. Donc, pour moi, il y a eu un peu de valeur de ce côté-là. Et puis aussi, en fin de décennie, il y a eu de la valeur sur des saisons de role-player à San Antonio, dans des bonnes équipes. Donc, je vais extraire aussi pas mal de valeur là. Et c'est vrai que tout ce qui se passe un peu au milieu, finalement, le Sacramento et Toronto, c'est pas de sa faute. Toronto, pour le coup, c'est vraiment très dispensable, quoi. Ce sont vraiment des années que tu peux complètement rayer de la liste de ces saisons, tant elles sont insignifiantes à l'échelle de sa carrière. Oui, tout à fait. Mais tu vois, même Sacramento, je sais pas pour les rayer, mais c'est pour dire à quel point est-ce qu'il a apporté de la valeur, surtout, alors, pas forcément dans l'absolu, mais tu vois, dans des critères un peu exigeants d'un top 100 de décennie, c'est pas top, quoi. C'est très peu ce qu'il a apporté par rapport aux autres gens qu'on va trouver dans le classement. Surtout, comme tu l'as dit un peu, il n'y a pas trop de passing, voire même pas du tout. Et la défense, alors, c'est vrai que la défense, il a jamais été un gros négatif, je trouve, et d'ailleurs, c'est ce que disent un peu les stats avancées. Donc, il y a ce côté-là où c'était pas cata, ça n'a jamais vraiment été un négatif, je trouve. Et en attaque aussi, mine de rien, elle a quand même, sur les 10 ans, de très bons on-off sur toute sa carrière, donc c'est plutôt pas mal. Et notamment, ce que je dis un peu tout à l'heure, par rapport à ces saisons un peu offensives à Memphis, notamment, le côté scoreur à gros volume et pas hyper efficace, tu vois, notamment en comparaison des saisons de Harrison Barnes à Dallas, les stats avancées disent quand même que c'est bien meilleur. Il y a plus d'impact et il y a plus de valeur que les saisons de Harrison Barnes à Dallas. Je prends un exemple comme ça d'un joueur qui est déjà dans le classement. Donc voilà un peu pour nuancer peut-être. Et puis l'autre aspect négatif, malheureusement, pour finir un peu comme ça, parce qu'on me le réclame aussi sur le Discord, si t'as un peu les stats de playoff, et là encore, c'est pas top. Hein. On est sur... il y a quasiment aucun match déjà en termes de données. Voilà, il y a rien. Il y a une série, comme tu l'as dit, contre les Clippers en 2012, et puis il y a 2 fois des premiers tours avec San Antonio en fin de décennie, et ce qui nous donne 19 matchs à peine sur toute la décennie, donc 309e total de la décennie, et encore une fois 600 minutes, comme David Lee. Donc ça va être un négatif également. Mais c'est vrai que c'est un cas assez difficile. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur son profil, hein, je t'en prie. Mais disons, pour revenir sur le profil, c'est plutôt le profil technique de Rudy Gay qui est intéressant, dans le sens où, comme tu l'as dit, dans une équipe qui a pas vraiment de scoreur sûr, il t'apporte ça dès le début, quoi. C'est un joueur qui va te faire du scoring en isolation si ta possession patine. C'est un mec qui va mettre des points si jamais, effectivement, tes remplaçants sont sur le terrain et qu'il n'y a pas vraiment de créateur à côté. Et c'est vrai que tu prends les années Memphis, Mike Conley était très loin d'être un vrai créateur quand il y était, quoi. Et le fait d'avoir justement un scoreur totalement autonome qui se génère des points tout seul et puis qui se génère des points de multiples manières, hein, parce que Rudy Gay, c'est un joueur qui peut aller provoquer des fautes, c'est un joueur qui va aller scorer sur du jump shot, c'est un joueur qui va aller scorer en drive, hein, c'est un joueur, mine de rien aussi, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, mais qui a cette image de joueur clutch, hein, avec beaucoup de tirs décisifs assez marquants au cours de sa carrière, quoi. Et c'est vrai que techniquement, comme vous en aviez parlé au niveau de Carmelo, c'est un joueur qui est très élégant sur un terrain aussi, parce que techniquement, il est très beau à avoir joué avec un style de jeu très délié et très fluide. Et c'est vrai que en termes de scoring, c'est ça qui lui apporte cette régularité aussi, quoi. C'est vraiment cette qualité technique qu'il a suivie tout au long de sa carrière, avec à côté de très belles qualités athlétiques aussi, au niveau de la détente notamment, au niveau des démarrages, avec une très belle envergure aussi. T'as vraiment un joueur en termes de scoring qui a une panoplie très très complète, qui utilise à merveille ses qualités physiques, et que, comme je disais tout à l'heure, que tu peux mettre dans n'importe quelle équipe, et peu importe le contexte, qui va être capable d'être performant dans ce qu'il sait faire, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui, mine de rien, a tout de même de la valeur, surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a toujours encaissé des minutages immenses, et t'as vraiment un joueur qui joue beaucoup et qui joue avec une constance qui est absolument remarquable, quoi. Donc ça, pour moi, c'est quand même quelque chose auquel j'accorde énormément de valeur, ou même dans une équipe comme Sacramento avec un contexte compliqué, c'est un joueur qui a toujours été capable de fournir ce qu'on lui demandait de fournir. D'ailleurs, c'est un peu ça qui est dommage, parce que s'il n'y avait pas eu Rudy Gay, l'équipe aurait été cata et il y aurait peut-être eu une vraie reconstruction. Oui, et puis je veux dire, c'est des années de sa carrière en plus, où il a 28, 29, 30 ans, où tu le mets dans une équipe plus compétitive, je pense que son scoring aurait eu bien plus de valeur, quoi. Oui, un peu comme à Memphis, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Encore une fois, quand une équipe qui était très jeune au niveau du scoring, alors il y avait Zach Randolph, mais il faut pas non plus faire croire que Zach Randolph c'était 40% d'usage et ce genre de choses, quoi. Donc oui, pour moi, dans ces contextes-là, il avait de la valeur, parce que, ok, il scorait que la moyenne, mais finalement, quand autour t'as une équipe défensive et que lui, il t'apporte
la moyenne en termes d'efficacité et de production en attaque, c'est juste assez, quoi. C'est presque suffisant, quoi. Donc, c'est ça, c'est des points que tu n'as plus besoin de mettre, quoi. C'est ça, ouais. Mais après, bon, ça compte pas dans notre exercice du jour, mais tu vois, quand tu relis son scouting report de l'époque, tu te dis, mais il y avait moyen de faire tellement mieux, quoi. C'est un peu ça qui est dommage, parce que le profil, alors défensivement, effectivement, ça n'a pas du tout été exploité, sa taille, longueur de bras, mobilité, etc. Et même, tu vois, moi, je me dis que le côté driver qu'on n'a pas eu autant qu'on aurait voulu avec Rudiger dans ce qui s'est passé réellement, on pourrait imaginer un meilleur scoreur, je trouve, et c'est un peu dommage, mais ça fait un peu partie des fantasmes, peut-être. Mais alors, du coup, au niveau du classement, où est-ce qu'on va le situer? Où est-ce que toi, tu l'imaginais? Moi, de but en blanc, je l'aurais mis un peu à la hauteur des autres ailiers un peu marquants de cette décennie dans la durée, on va dire, quoi. Donc plutôt à la hauteur Gallinari Batum. Ah ouais? Ah, je pense que Rudiger, tu vois, même s'il a jamais été All-Star, est un joueur qui finalement, sur une grande partie de la décennie, était à peu près à ce niveau-là, quoi, d'un mec relativement borderline All-Star pendant très très longtemps. Ah ouais, ok. Je l'avais pas du tout là. Non, moi je l'avais entre PJ Tucker et Harrison Barnes. Ah oui, la vache. Donc je l'avais très bas. Effectivement, on n'est pas d'accord là. Effectivement. Alors. Parce que je veux dire, par exemple, tu vois, moi je le mettrais à la hauteur de Gallinari, parce que finalement, dans tout ce que les deux joueurs ont produit au cours de leur carrière, je trouve finalement leur trajectoire, en dehors des équipes dans lesquelles ils ont joué, finalement, leur importance en tant que joueur relativement similaire. C'est vrai que peut-être que je fais pas le même raisonnement que j'ai fait avec d'autres joueurs, où justement les Gallinari et Batum, c'est vrai que j'ai pas mal valorisé le minutage, mais tu vois la différence, c'est que peut-être à tort, mais je me dis que Gallinari et Batum, il y a toujours eu la valeur positive. Rudiger, c'est pas qu'il n'y a pas eu de la valeur positive, mais en plus il était dans des équipes mauvaises, donc il avait la valeur, mais il n'en apportait pas, quoi, parce que les équipes étaient nulles, donc il soulevait rien, quoi. Donc c'est pour ça que je l'avais mis très bas, et je prenais un peu en point de référence Harrison Barnes, qui a eu un peu le même genre de 3-4 années en tant que role player intéressant à Golden State, et puis ensuite du scoring un peu dans le vide. Donc je l'ai un peu rattaché comme ça. Mais c'est vrai que toi tu dis avec un tel minutage, une telle production. Pour moi, Rudiger, ça reste quand même tout au long de la décennie un véritable attaquant de premier plan, en fait, quoi. Et c'est vrai que même s'il y a rien d'autre, on va dire, dans son jeu, c'est un attaquant de premier plan qui, comme j'ai dit, a toujours été performant dans ce registre, a été hyper constant sur la décennie avec un niveau de jeu qui se maintient, mais quasiment du début à la fin pendant 10 ans, quoi. Et c'est vraiment quelque chose auquel, sur une tranche de 10 ans, j'accorde énormément de valeur. Comment faire Je veux bien couper la poire en deux et le mettre au niveau de Gordon Hayward. Gordon Hayward qui a eu des blessures. Je trouvais personnellement un peu bas, moi, mais. Que tu aurais bien voulu remonter aussi? Pour moi, je pense que vraiment, Hayward, Gay, Gallinari, Batum, tu peux faire un package avec les quatre, à mon sens, quoi. Ça me fait un peu hausse. Et surtout, après, tu me diras que Kobe Bryant et Carmelo, tu voulais les remonter aussi. Oui. Mais non, moi j'ai du mal à imaginer quand même devant Carmelo et Kobe. Ouais, écoute, coupons la poire en deux. On va le mettre avec Gordon Hayward à ce niveau-là. Écoute, je te laisse le dernier mot. De toute façon, c'est toi le chef. Très bas. Je l'avais très très bas, mais je veux bien croire que j'ai peut-être sous-estimé le minutage. Non, après, je pense qu'on pourra en parler de toute façon sur le Discord et puis avec ton invité de la semaine prochaine aussi, quoi. Mais pour moi, à mon sens, sur la production sur cette décennie, je pense que Rudiger, Gallinari, on est sur quelque chose qui se vaut, quoi. Au Gallinari, t'as beaucoup de matchs ratés à cause des blessures, mais quand il est pas blessé, une vraie constance dans ce qu'il peut proposer au scoring. Et c'est vrai, contrairement à Guess, dans des équipes plutôt performantes, là où Guess, c'est des équipes assez souvent mauvaises, mais avec une constance et une durabilité bien supérieures. Ouais, mais je trouve qu'il avait, sur ces minutes, il n'a pas eu autant de valeur que Gallinari. Alors, Gallinari n'était pas autant créateur, peut-être. Créateur handball, et toi, peut-être on peut avoir des sensibilités différentes sur le créateur-finisseur, mais je trouve qu'en tant que finisseur et role-player, Batum et Gallinari ont été plus valuable que la création balle en main de Rudiger, mais ça peut s'entendre des sensibilités différentes sur les profils aussi, quoi. C'est vrai que. Disons que Rudiger, oui, son gros tort, c'est pas mal le contexte au cours de la décennie, quoi. Parce que comme je dis, les 2 saisons à Toronto sont complètement à rayer de son CV. Les saisons à Sacramento sont dans l'anonymat le plus total. Et c'est vrai que derrière, on termine la décennie sur un rôle de 6e homme qui n'est finalement pas le rôle qu'il a eu au cours du gros de sa carrière. Effectivement.
Écoute, faisons ça. Et donc, on finit par un petit quiz. Alors, c'est marrant parce que tu parlais de son truc clutch. Et c'est vrai que d'ailleurs, je crois qu'il met 2 ou 3 buzzer beaters à Toronto alors qu'il fait même pas 100 matchs là-bas. Il en met à Memphis, il en met à Sacramento. Bah, il y a toujours la vidéo culte de ce type qui hurle dans les tribunes « No, not Rudy Gay, not this guy !» Ah, je m'en souvenais même pas de ça. Mais alors justement, c'est un qui joue ce match, pardon. Donc, nous sommes le 21 octobre 2010 et c'est le fameux buzzer beater fadeaway sur la tête de LeBron James. Peut-être tu t'en souviens. Donc, c'est un Memphis-Miami. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs qui jouent ce match? Du coup, je dirais Mario Chalmers, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh. Ouais, alors pas Dwayne Wade, mais Chalmers, Bosh et LeBron, ouais, c'est bon. Joel Anthony, du coup. Ouais, Joel Anthony. Udonis Haslem, probablement. Haslem, ouais. Alors, à ce moment-là, Norris Cole déjà ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Tu m'as dit que c'était quel mois de la saison? Le 21 octobre 2010, on est au tout début. Ok, ouais, donc c'est vraiment le tout début de l'équipe. Ah ouais, du coup, ça va être dur de trouver les joueurs côté Miami. Je vais peut-être essayer côté Memphis, du coup, ce sera plus simple. Du coup, Rudy Gay, Mike Conley. Ouais. O.J. Mayo. Ouais. Marc Gasol déjà? Oui. Ouais. Zach Randolph, pas encore. Si, il y est. Si, ok. Il sort du banc, d'ailleurs. Mike Miller? Mike Miller, non. D'ailleurs, il était... Non, il doit être à Washington. Non, il était à Miami. Enfin, il jouait pas, mais il était à Miami. Ah, ok. Tac, que je réfléchisse. Ça, je vais être un peu court quand même, je pense. Alors, d'ailleurs, Zach Randolph n'est pas titulaire. Le titulaire, c'est un espèce de poste 4 athlétique défenseur, mais... Brandon Wright? Non, qui a fait Memphis, Denver, et je sais plus trop quoi. C'était Darrell Arthur. Ah oui. D'ailleurs, O.J. Mayo n'est pas titulaire. Tony Allen est sur la feuille, mais ne joue pas. Le titulaire à l'arrière, quelqu'un qui a été drafté par Memphis très haut, un arrière, en 2010 d'ailleurs. Josh Selby? Non, fac de Kansas. Je crois qu'Antoine nous disait dans l'épisode d'avant que c'était un de ses préférés. C'était Xavier Henry qui était titulaire. Xavier Henry, absolument. Pour ce début de saison. Et puis après, on a un ancien deuxième pick de Memphis qui a été une catastrophe. Hashim Thabit, effectivement. Un meneur hispanophone. Navarro peut-être est encore là? Non, un qui mettra un buzzer beater contre Oklahoma City en playoff 2011 d'ailleurs. Carlos Arroyo? Alors Carlos Arroyo est sur le terrain, mais pour Miami. Non, je pensais à quelqu'un qui est passé par Toronto, Sacramento. Calderon? Non, c'était Grévis Vasquez. Ah oui, Grévis Vasquez, tout à fait. Et je t'épargne Sam Young du côté de Memphis. Et donc du côté de Miami, ouais, donc Carlos Arroyo. Alors le pivot sur le terrain titulaire, c'est quelqu'un qui avait suivi LeBron à Miami, qui était à Cleveland avant. Ilgauskas, effectivement. Ouais, j'avais un doute justement de quel moment il arrive. Dans la catégorie pivot aussi, on a quelqu'un qui a été All-Star une fois au milieu des années 2000. Jamal Magloire, et quelqu'un qui actuellement est coach de Michigan. Joan Howard, effectivement. Et puis du côté des 3 role-players un peu du shoot, on va dire, un petit arrière, un arrière shooter qui était passé par Boston aussi notamment. Eddie House, effectivement. Quelqu'un qui est GM des Suns, facile. James Jones. James Jones. Et on finit par quelqu'un qui était une star des années 2000 et qui, je crois que c'était Détroit, ensuite les Mavs, et qui ensuite chantait... Jerry Stackhouse. Exactement. Chantait l'hymne national pour des matchs, ou une fois, je sais plus. J'ai pas été très bon là-dessus. C'était difficile parce que c'était le Miami de tout début du cycle. Ouais, mais il y a la place de faire mieux quand même, je pense.